Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le stand de la Provence. Nous sommes en direct de la Foire internationale de Marseille, consacrée cette année au 7e art. Et j'ai autour de moi des acteurs, c'est le cas de le dire, de l'immobilier. J'ai nommé Fabrice Halimi, bonjour. Vous êtes le président du club immobilier Marseille-Provence et le vice-président de la CCIMP. Oui. Jean-Noël Léon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Bonjour. Bonjour. Benoît Vincent, directeur général du WTC. Bonjour. World Trade Center. Et Christophe Seldran, vous êtes le président du réseau d'agences Clérimo. Tout à fait, merci. Messieurs, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le stand de la Provence. Je compte sur vous pour être synthétique car aujourd'hui on va aborder un thème qui est vaste, le centre-ville de Marseille, comment le repenser, comment le redynamiser, le revitaliser, les points positifs, les points négatifs, les projets en cours et son avenir. On commence tout de suite avec vous, Benoît Vincent. Du haut du 30e étage de votre tour, la Marseillaise, où il y a le Sky Center, je le rappelle. C'est ça. Comment est-ce qu'on le voit, ce centre-ville ? On le voit se transformer complètement. Nous, on a deux lieux. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a un lieu historique qui est proche du Vieux-Port et notre nouveau centre qui est là sur la Joliette. Et on le voit se transformer. En ce moment, il y a des travaux de voirie, il y a une transformation complète et s'animer. Donc on s'aperçoit aussi au niveau du business qu'on a toujours une très forte demande en location de bureaux sur l'hyper-centre-ville. C'est vraiment presque notre cœur de métier. Et c'est là où on a le plus de business sur le centre-ville. Et le premier argument de nos clients, c'est on veut être là parce qu'il y a de la vie, parce qu'on ne veut pas être isolé, parce qu'entre midi et deux, on a des commerces, parce qu'on a de quoi se restaurer, etc. D'accord. Je vais continuer avec vous. Vous êtes à la présidence depuis peu. Votre constat d'arrivée, de rentrée ? Donc, effectivement, j'ai pris mes fonctions depuis le 13 septembre. Donc, notre constat au sein de la fédération, je pense qu'on est tous d'accord, le centre-ville de Marseille a été pour partie, je dirais, réhabilité. On pensait notamment au secteur du panier qui ont démarré il y a quelques années, il y a à peu près 10-15 ans. Tout ce périmètre qui aujourd'hui qui est au cœur de l'actualité présente, je dirais, un vaste projet de restructuration qui sera nécessaire dans la ville-centre au sein de la métropole et qui devra être, je dirais, une vitrine pour ce que sera, je dirais, le Marseille de demain. Donc en fait, ma vision pour organiser le centre-ville, il faut désormais nous inspirer du vivant, de la nature et de nos concitoyens. Et la ville de demain, elle sera végétale pour nous. Elle sera plus haute, elle sera plus connectée. Et il faut créer de l'offre au centre-ville pour accueillir des familles. Imposer des hauteurs minimales dans les bâtiments, et c'est-à-dire créer des villages verticaux, végétalisme avec des services. On va y revenir plus tard sur la végétalisation, qui est un gros point de ce centre-ville et un point qu'on va aborder un peu plus tard. Fabrice Halimi, vous qui découvrez de par vos voyages avec le club immobilier les grands centres-villes d'autres agglomérations et métropoles du monde, on parlera plus tard de l'opération Dakar. Comment vous le voyez ce centre-ville ? Est-ce qu'il est si horrible que ça ? Non, je ne crois pas qu'il soit si horrible que ça. Je pense qu'il a été un peu oublié. Je pense qu'il a été un peu malmené. Et je ne pense pas qu'il soit le seul dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on dézoome un peu et quand on regarde les choses avec un peu plus de hauteur, on peut le dire, ce n'est pas le seul centre-ville d'Europe qui souffre de son état, de son abandon, etc. etc. Alors, je partage ce qui a déjà été dit. Et je rajouterai la chose suivante. Je crois que nos parents, et probablement ma génération également, on a fait en sorte d'aller chercher le vert dont tu parlais à l'instant, d'aller chercher la nature et le végétal à l'extérieur des villes. Et puis, dans les mêmes périodes, on a construit beaucoup de centres commerciaux et d'attractivité en périphérie de ces villes. Résultat des courses, on a engorgé les routes, les autoroutes, les tunnels. Toutes les voies sont saturées. On a le triste record de la ville la plus embouteillée d'Europe. Il n'y a pas que chez nous, il y a des embouteillages, mais il y en a peut-être un peu trop en tout cas. Et je crois qu'une fois qu'on a fait ce constat, on ne peut pas s'arrêter là évidemment. La réflexion suivante, c'est de constater tout simplement que les générations de milléniaux, les gens qui ont aujourd'hui 30-35 ans, font exactement l'inverse. Ils ne vont plus chercher le végétal à l'extérieur des villes, ils veulent au contraire profiter
de tous les services de la ville dont parlait Benoît à l'instant, c'est-à-dire pouvoir faire ses courses, pour aller se balader, aller au ciné, aller faire son sport, se balader avec des moyens de déplacement doux et faire revenir le vert dans les cœurs de ville. Ça, c'est une certitude. Christophe Seldran, pour prendre en exemple, par exemple, les familles. Est-ce que les familles préfèrent sortir du centre-ville justement pour trouver ces espaces libres, ces espaces végétaux? Je pense que les trois experts ont déjà bien résumé la question et de passer après eux, c'est pas facile. Mais côté locatif et accession. En fait, le problème, c'est très compliqué aujourd'hui de parler de centre-ville parce que on a fait l'état des lieux, mais aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est la problématique, c'est qu'est-ce que recherche la population et quelles sont les politiques de la ville qui sont engendrées à la fois par le gouvernement, par la métropole et par la ville. Donc, effectivement, dans les années 80, on a vu l'explosion, le boom des villes périphériques à Marseille parce que les gens recherchaient de la nature, un petit, alors selon les régions, c'est un pavillon, une maison ou une villa. Donc ils cherchaient ce petit espace de nature avec ce petit bout de terrain et cette maison individuelle. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec la rareté du foncier et le prix du foncier, effectivement, il y a un retour vers la ville et vers le centre-ville. Donc c'est aujourd'hui à savoir sur Marseille, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que la municipalité notamment, par rapport au PLU, PLUI, qu'est-ce qu'ils proposent. Donc aujourd'hui, c'est un vaste problème. Ce n'est pas la problématique du centre-ville de Marseille. C'est la problématique parce que toutes les villes d'Europe et du monde ont eu des problématiques de paupérisation du centre-ville par rapport aux centres commerciaux des banlieues. Mais il y a eu plusieurs plans de relance pour redynamiser le centre-ville. On va parler de Vigourou par rapport avec l'espacement de sa femme ou pour la Canebière de reconquérir la Canebière. Donc il y a eu X plans qui ont été faits. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné, les politiques, parce que c'est vraiment un problème politique et pas autre chose, se mettre autour d'une table avec des experts immobiliers qui connaissent un petit peu leur métier et mettre en place une politique commune et définir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour une fois pour toutes, en finir avec cette paupérisation du centre-ville et offrir aux Marseillais qui le souhaitent vraiment une offre de qualité et à la fois au niveau commercial, au niveau école, au niveau service. Est-ce que les infrastructures aussi ont une conséquence sur ça? Je parle des transports par exemple. Forcément, si vous n'avez pas d'école, si vous n'avez pas de crèche, si vous n'avez pas de collège, si vous n'avez pas de lycée, où est-ce qu'on va scolariser les enfants? Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas un problème uniquement des promoteurs et des agents immobiliers, c'est un problème vraiment politique. Et qu'est-ce que veut faire la municipalité, la métropole et le gouvernement pour redynamiser le centre-ville avec tout ce panel de services qu'aujourd'hui les gens sont en droit d'attendre d'une politique de la ville, je vais dire, un minimum homogène. D'accord. Alors, tout à fait. Alors, moi, juste pour compléter ce que tu étais en train de dire, donc il y a la volonté politique qui doit être accompagnée d'une vision. Et c'est là où justement nous, acteurs privés, devons aussi contribuer à cette réflexion, je dirais, qui va être nécessaire à la refonte de ce centre-ville. Il est évident que toutes les infrastructures dont tu parlais sont des infrastructures nécessaires pour redonner vie, je dirais, à ce secteur qui en a bien besoin. Peut-être faudrait-il être, je dirais, précurseur en mettant non pas, je dirais, les infrastructures après le développement, je dirais, des opérations soit en réhabilitation, soit en construction neuve. Mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait une programmation, je dirais, avec un timing et un engagement qui soit pris par les élus, les pouvoirs publics, pour pouvoir mettre en place le déroulé de cette phase qui sera indispensable pour la réussite de la reconquête du centre-ville. Je rajouterai aussi une chose qui est assez importante, c'est aussi, on parlait du verre, donc c'est très important, la verticalisation, parce que c'est là où on va pouvoir apporter aussi des solutions en termes d'optimisation de coûts et peut-être aussi nous engager, nous promoteurs, à répondre, je dirais, à des prix d'acquisition qui soient, je dirais, plus doux, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, notamment depuis 2 ans, sur la ville de Marseille, les prix ont monté à peu près de 20 à 25%. En une année, ils ont pris 12%. Donc il y a un décrochage. On sent qu'il y a une double lecture au niveau des prix qui sont en train qui a été amorcée et constituée. Là, nous avons une opportunité de pouvoir apporter à travers notre expertise
et le développement que représentent ces 1000 hectares du centre-ville, la possibilité de pouvoir étaler, je dirais, un véritable projet ambitieux pour pouvoir accueillir des familles, mais aussi de réintroduire de l'activité en centre-ville. Et je pense que cette économie circulaire qui sera aussi nécessaire, pourquoi pas pour aussi amortir des charges au sein des copropriétés qui ont aussi de temps en temps, on le sait sur Marseille, du mal à joindre les deux bouts. Donc il y a peut-être aussi des idées d'économie circulaire à pouvoir joindre dans la mixité de nos logements et de l'activité. Et est-ce que la baisse des taux d'emprunt pour vous deux a eu un impact dans la rentrée 2019, je veux dire, avec un 0,58 sur 20 ans au niveau national? Est-ce qu'en région, c'est aussi impactant ou pas pour vous deux? Alors, c'est l'agent immobilier qui va parler. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il y a eu une hausse, il y a de la spéculation immobilière qui s'est créée parce qu'effectivement, arriver à quasiment 1 million de transactions en France, c'est du jamais vu. Donc, ça s'explique par des raisons socio-économiques, par rapport aux familles monoparentales, etc. Mais aujourd'hui, en fait, cette espèce de bulle immobilière n'a pas explosé justement par rapport à la baisse des taux d'intérêt. Effectivement, on a du 0,58 sur du 20 ans, ce qui représente, c'est gratuit. Hein, le taux de l'argent aujourd'hui, c'est gratuit. Et on rembourse quasiment que du capital et plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, la hausse des prix de l'immobilier a été compensée par la baisse des taux d'intérêt. Donc effectivement, aujourd'hui, la politique du gouvernement ces 10 dernières années, avec une politique de taux zéro qui a bénéficié pour le neuf et qui a aussi à une époque bénéficié pour l'ancien, puisque ça existait aussi pour l'ancien, puis après de l'ancien à réhabiliter. Donc toutes ces politiques ont fait qu'effectivement, il y a plus de Français qui sont aujourd'hui propriétaires de leur logement. Donc je crois qu'on tourne aux alentours de 58% de propriétaires français. C'est très bien. En France, on a un des taux de propriétaires les plus importants d'Europe. Donc il faut qu'on puisse être capable de loger à la fois le primo-accédant et je dirais maintenir dans leur logement les familles, les seniors, donc le plus longtemps possible. Donc à partir de là, le fait que les taux d'intérêt restent à un niveau très bas, historiquement bas, va continuer à soutenir l'activité. Donc on va tous espérer que ça continue parce qu'il ne faudrait pas, et on le voit avec les secousses qu'il peut y avoir au niveau macroéconomique, au niveau international, qu'il y ait de hausse soudaine des taux d'intérêt parce que là, on va être dans une difficulté, je dirais, grandissante au fur et à mesure que les taux vont remonter. Donc là, il faut essayer de réfléchir si on peut anticiper ça, mais c'est difficile parce que ça ne dépend pas de nous malheureusement, et trouver des solutions pour effectivement, si demain les taux d'intérêt remontent, on sait qu'il va y avoir un creux d'activité. Fabrice, pour recentrer la problématique au centre-ville, pour ces prix-là, est-ce qu'il y a un impact? Quelle est la question? L'impact des prix, la baisse du taux d'intérêt, du taux d'emprunt, pardon. La baisse des taux d'intérêt ou la stabilité des taux d'intérêt ou les taux d'intérêt particulièrement bas sont effectivement, comme tout le monde l'a déjà dit, extrêmement favorables à l'acquisition immobilière. Que ce soit d'ailleurs de l'acquisition de logements ou que ce soit de l'acquisition d'autres types de biens immobiliers. Centre-ville ou pas centre-ville, évidemment, c'est favorable. Ouais, ça, c'est constant. Il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que, excuse-moi, hein, c'est que je pense pour ma part que ces taux vont rester bas et durablement. Alors après, je ne suis pas un expert en économie, hein, mais en fait, on fait tout le temps le constat entre le coût de l'emprunt et la croissance. Aujourd'hui, on sait qu'on a une croissance qui est proche de 0, entre 0 et 1%. Donc, ou un 5. Dans les métropoles, on parle de 4,5 de croissance, mais c'est pour dire que ce taux d'intérêt, en fait, il est calqué en fait, au taux de croissance nationale. Et tant que ce taux de croissance nationale restera bas, on restera sur des taux relativement bas, et je pense que durablement, on sera sur des taux bas. Donc, il y a des... Pardon. Tu as parfaitement raison. À partir du moment où les taux sont bas, c'est que la croissance est faible. Dès lors où les taux remontent, c'est que en général, alors c'est jamais immédiat, c'est pas instantané, mais la croissance est au rendez-vous. Donc finalement, même si demain les taux d'intérêt devaient remonter, on aura probablement une période tampon. Mais le marché continuera à battre à son rythme. Alors peut-être pas de manière aussi intense que l'année qui vient de s'écouler. Non, mais par contre, pour revenir sur les prix dont tu parlais,
notamment dans le centre-ville, donc ces fameux 1000 hectares, et notamment pour accueillir des familles, je dirais, quel que soit le schéma, et donc nous préconisons donc une verticalité avec beaucoup de verdure, je dirais, au pied de ces immeubles pour pouvoir accueillir et avoir les prix les plus bas. Il faut pouvoir étendre notamment ce qu'on appelle les zones en rue, pour permettre de faire bénéficier donc à des familles à une TVA réduite. Je pense que ce serait une mesure nécessaire qu'il faudrait qu'il soit prise au niveau du centre-ville, et puis aussi permettre à certains secteurs, je dirais, du centre-ville de pouvoir bénéficier de lois Malraux. Sur la verticalité, je pense que c'est très important de préciser et d'expliquer pourquoi la verticalité. Parce que souvent, on entend parler de verticalité. La population en général n'est pas très fan des immeubles de grande hauteur. Et Jean-Noël disait tout à l'heure, comment on peut faire des économies d'échelle. Alors échelle, c'est pas par la hauteur du bâtiment, c'est parce que quand on tire un réseau, que ce soit un réseau d'assainissement, un réseau d'amenée d'eau, un réseau d'électricité, un réseau de fibres, quand on l'amène à cet endroit-là et qu'on grimpe suffisamment haut, eh bien on a un amortissement qui est bien plus intéressant pour la collectivité, puisque finalement c'est avec nos impôts que ça se passe. Voilà pourquoi il faut absolument travailler la verticalité. Je partage complètement ton point de vue. Concernant les zones en rue et concernant l'hyper centre-ville et des événements comme le 5 novembre 2018 qui est évidemment encore dans toutes les mémoires, il y a une vraie réflexion à avoir, et je suis bien d'accord d'interpeller nos élus là-dessus, parce qu'on ne peut pas traiter l'hyper-centre-ville comme on traite le centre-ville, le reste du centre-ville. Les centres très anciens, qui sont le cas encore une fois pour toute l'Europe, hein, c'est pareil partout, sont extrêmement dégradés, parce qu'il y a 100 ans, 200, 300 ans, parfois plus, il n'y avait pas de voiture, évidemment. Il n'y avait pas toute la pollution et tous les éléments, enfin tous les facteurs qu'on trouve aujourd'hui. Et on a donc une nécessité de le traiter de manière différente. La protection du patrimoine, uniquement pour faire de la protection du patrimoine, aujourd'hui ne veut plus rien dire. Il faut faire de la protection du patrimoine intelligente, dégager de l'espace public, parce que souvent dans les centres très anciens, encore une fois à Marseille ou ailleurs, on a des rues qui sont très étroites, qui permettent difficilement l'installation de commerce, qui permettent difficilement le contact des gens, que la population puisse... Enfin, le fait de profiter d'un espace public, en fait. Et ça, il faut le réfléchir en concertation entre les professionnels que nous sommes tous et les décideurs. Justement, vous avez fait la transition parfaite parce que j'allais y venir. On s'était mis d'accord, un petit Sam. Sur la rue d'Aubagne. Sur la transition. Oui. Donc du coup, suite à cette tragédie, on a vu plein d'immeubles dans le centre-ville fermés. La station Jules Guest de métro aussi, parce que l'immeuble juste au-dessus, 3 immeubles il me semble, risque de s'effondrer. Ça a un impact du coup sur ça. Ça a un impact aussi. Est-ce que ça a un impact aussi en termes de chiffres sur l'attractivité, sur l'achat? Je sais que du côté de Notre-Dame-du-Mont, ça a à peine baissé. Du côté de Noailles, presque pas. Est-ce que ça a un impact aussi en termes de chiffres peut-être? Alors c'est l'agent immobilier qui parle. Il faut, il est là pour ça. En fait, il y a eu un impact, c'était une déflagration, parce qu'en fait, tout l'hypercentre de Marseille s'est trouvé sclérosé, parce que plus personne ne voulait acheter et tout le monde voulait vendre. Donc les prix, il y a eu un effet d'aspiration par le bas, et parce qu'effectivement, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, et on revient à la politique générale et globale, c'est qu'on parlait des taux d'intérêt, mais on parle des investisseurs aussi. Vous avez parlé justement des investisseurs. Le problème ça a révélé quoi? Qu'en fait, la ville de Marseille, je parlais vraiment de Godin et de son équipe, parce que le problème vient quand même de là, c'est qu'il n'y a pas eu de politique cohérente, d'organisée, de mise en place. Parce que c'est bien beau de donner des aides, pour par exemple la rénovation, pour l'ANA. Il y a eu des lois qui sont sorties, la loi Allure, la loi Elan, qui ont été faites justement pour inciter à mettre en place des leviers. Il y a d'ailleurs un plan à partir du 15 octobre. Alors voilà, a priori, la ville de Marseille va mettre le permis de louer en place à partir du 15 octobre. Bon, ils vont communiquer, j'espère, d'ici là. Donc on peut l'expliquer, c'est peut-être que le bailleur doit faire appel à un technicien pour avoir l'autorisation de louer ce En fait, le bailleur devra... Alors, le périmètre, je ne sais pas le périmètre encore, mais normalement, le permis de louer, c'est le propriétaire bailleur va
envoyer remplir un document à la mairie de Marseille. C'est l'autorisation préalable de location, l'autorisation. Donc il doit remplir normalement en ligne sur certaines villes où on est présent, nous, Clérimo. Donc ça se fait en ligne. Et en fait, il faut joindre le document plus les différents diagnostics. Donc énergétique, le gaz, etc. Et après, donc, dans certaines villes, dans certaines communes, en fait, ils envoient quelqu'un carrément pour aller visiter. Donc un officier ministériel, en fait, quelqu'un de la ville qui va voir l'état du logement. Parce que c'est pas le diag qui va dire s'il y a une fissure ou si. Donc après, c'est très bien ce permis de loger, de louer, mais il faut que ça soit aussi accompagné par une politique volontariste de la ville de Marseille, avec tout ce qui est mis en place par rapport au niveau énergétique, les aides du gouvernement au niveau énergétique, mais l'ANA aussi, le pacte, doivent se mettre justement à la portée des propriétaires bailleurs, parce que c'est eux qui vont pouvoir faire les travaux, rénover et redynamiser le centre-ville. Les taux d'intérêt sont très bas, donc justement, il faudrait justement que les investisseurs reviennent sur la ville, parce que justement par rapport à ces taux d'intérêt, le rendement locatif peut être intéressant. Et à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de la ville et du gouvernement. Donc il faut que le privé vienne sur le secteur, l'hypercentre, et redynamise et en investissement lourdement sur ce secteur, on ne va pas dire en péril, mais quasiment en péril. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que même à 300 ou 400 euros le mètre carré, les appartements ne partent pas en centre-ville. Et donc c'est vraiment, il n'y a plus de transactions en centre-ville. 300-400 euros le mètre carré. J'ai quelques immeubles, si ça veut. Et du côté on en parlera alors. Alors ça, c'est pour les appartements. Maintenant, côté bureau, Benoît, est-ce que le tertiaire aide à revitaliser le centre-ville? On a une émergence de co-living, co-working, ce genre de concept pour travailler. On a une explosion nous, de l'offre de nouvelles façons de consommer le travail. La transformation et la création des espaces de coworking, des centres d'affaires nouvelle génération marchent tous très bien. Entre la Joliette et le Vieux-Port, on va dire qu'on est tous très bien remplis et avec des taux de remplissage qu'on n'avait jamais eu. Il n'y en a même pas assez, c'est ce qu'on m'a dit. On est en dessous effectivement de la moyenne nationale en pourcentage et de ce qu'on devrait avoir à terme. Donc il y en a plein d'autres qui vont ouvrir d'ailleurs dans les mois et dans les années à venir. L'avantage de ça, c'est qu'on a une nouvelle population qui consomme le travail d'une façon complètement différente de ma génération et des générations d'avant. Et cette façon de consommer le travail, elle traduit aussi une façon de vivre qui, je pense, est un vrai atout pour justement revitaliser le centre-ville. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de voiture, c'est des gens qui vont pas dans les supermarchés pour faire leurs courses, mais qui cherchent des commerces de proximité. Des commerces locaux, oui. Qui ont une façon complètement différente de consommer, de vivre que les anciennes générations. Et 90% de nos clients, ils vivent dans le centre-ville de Marseille ou pas très loin. Ils viennent en trottinette, en métro, en bus. C'est important de le dire, vos bureaux aussi, me semble. Vous êtes sur la rue de la République aussi. Et ils ont besoin, par contre, ils nous le disent tout le temps, hein, de commerce de proximité, mais on parle de boucher, de boulanger, de pressing, de choses comme ça pour leur donner du service. Mais ils ont une façon de consommer en règle générale qui est complètement différente des générations précédentes. Donc, en fait, si je peux rebondir là-dessus, c'est toute la difficulté en fait entre la prise de décision politique qui très souvent nécessite l'analyse, les bureaux d'études, les études d'impact, etc., et puis l'instantanéité de ce qu'on peut constater. Il y a une évolution le temps s'accélère. Et ce que demandent aujourd'hui les consommateurs, quels qu'ils soient consommateurs d'espaces de bureau ou consommateurs de logement ou consommateurs tout court, c'est de la proximité, c'est de la trottinette, c'est pouvoir se balader en poussette avec leurs gamins sans leur attacher des laisses pour pas qu'ils se fassent écraser par des voitures, on en parlait tout à l'heure, pouvoir consommer du cinéma, de l'épicerie, du sport, du loisir, etc., en proximité. La ville en général, pas spécialement la nôtre, évidemment la nôtre en particulier parce qu'elle est plus belle que les autres, mais la ville en général reprend toutes ces lettres de noblesse, toutes ces couleurs et toute son attractivité depuis, on va dire, une dizaine ou une quinzaine d'années, notamment, et tu as bien raison de le souligner, parce qu'il y a une forte modification de la façon de travailler.
Travailler ensemble, travailler ensemble, partager, travailler à côté, manger à côté, vivre à côté, etc. Et pas se prendre la tête. Surtout mettre la bagnole dans un coin, voire vendre la voiture et faire des économies. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, sur ce qui était dit à l'instant, certes, on a besoin de mesures, je dirais, pour pouvoir revitaliser, je dirais, les logements qui sont dans des états vétustes, mais il faudra introduire du service, il faudra introduire je dirais, un certain nombre d'équipements, de la culture dans le centre-ville, parce que les usages évoluent, et ils évoluent peut-être plus vite dans les métropoles en France qu'ailleurs. Et ça, on le voit, il n'y a qu'à le constater, je dirais, à travers les différentes grandes métropoles, même européennes. Tous ces nouveaux usages que tu citais tout à l'heure font partie, je dirais, du cocktail qui doit être accompagné dans le cadre de la restructuration du centre-ville. Si on veut pas louper le coche pour ce qui s'ouvre devant nous, et bien justement, c'est cette capacité à pouvoir offrir tous ces services en liaison avec le logement. Et ce que disait Fabrice aussi, on adhère complètement, c'est que sur le millefeuille administratif, dans le cadre de ces projets d'ensemble, doit être absolument simplifié. On doit travailler sur un PLUI du XXe siècle qui va nous permettre de construire la ville du XXIe siècle. Et au même titre qu'on doit nous laisser travailler avec un peu de prospective, tu as 100 fois raison, indépendamment des aspects purement immobiliers, les aspects économiques et la vie de tous les jours, il faut aussi nous laisser de la latitude. Et là, je parle du monde économique dans sa globalité. Je pense que les décideurs des cités, quelles qu'elles soient, Marseille ou ailleurs, doivent s'occuper de l'espace public, doivent s'occuper de programmation dans les grandes lignes. Ensuite, il faut accepter le droit à l'expérimentation et il faut accepter le droit à l'erreur. On ne fait pas toujours juste du premier coup. Par contre, pour faire juste à un moment donné, il faut essayer, parfois 2 fois, parfois 3 fois. Donc il faut pas. Je pense que c'est du temps perdu dans un temps qui est de plus en plus rapide et de plus en plus court. Il faut dans ce temps-là laisser la capacité et l'inventivité. J'avais imaginé, alors là c'est avec mon autre casquette, plutôt VP de la Chambre de commerce, et j'avais proposé un jour, je vous raconte une histoire. Allez-y. Un jour, je pars du Palais de la Bourse et puis je remonte le boulevard de la Libération. Et j'ai connu le boulevard de la Libération flamboyant. Et je le trouve un peu mieux qu'il y a 10 ans, mais quand même encore médiocre. Et je me dis, mais bon sang de bois, il y a plein de gens qui habitent autour. Ils ont un boucher, pour reprendre ce que tu disais. Ah bah ouais, il faut qu'ils fassent 500 mètres pour trouver un boucher. Ils ont un truc pour garder les gosses, là, une petite crèche de proximité, une crèche familiale, etc. Il n'y en a pas. Il y a un libraire, on ne sait même pas si le métier existe encore. J'ai perdu ma clé, je dois refaire ma clé. Est-ce qu'il y a un mec qui refait les clés? Il n'y en a pas. Et je me suis dit, sur ma casquette chambre de commerce, où je m'occupe notamment de l'emploi, mais il y a plein d'emplois à créer. Alors c'est de l'emploi, c'est de l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est créer du job, c'est de la proximité. C'est en fait à un moment donné mailler les bonnes énergies, mailler une politique publique qui est de revitaliser un centre-ville, mailler les nécessités d'emploi et les nécessités du quotidien, et puis les attentes du grand public. Mais ça, c'est très facile à faire. Il faut juste mettre les bonnes énergies, être d'accord pour se mettre autour de la table, mettre un peu son ego dans la poche et dire qu'est-ce qu'on peut faire de bien pour le collectif. En parlant de ça, encore une autre transition. Les projets, juste, voilà. si je peux lui répondre, Oui. En fait, c'est toujours la même question. C'est le chat qui se mord la queue. C'est est-ce qu'il faut que les services arrivent ou est-ce qu'il faut que la population arrive? Donc, qui doit être là le premier? Les services. C'est l'œuf Catégorique. qui est arrivé en premier ou la poule? C'est les C'est la services. poule. Et là, qui disent que c'est Non, l'œuf. c'est l'œuf ou c'est la poule, non, mais tu as raison. Donc, le problème, c'est que si les commerçants viennent s'implanter et qu'il n'y a pas de population qui va justement avoir besoin de ces services, ils vont tenir 6 mois. Trésorerie, ils vont la manger, à bouffer. Et après, derrière, rideau fermé. Pourquoi la plupart des commerces sont fermés à Marseille? Alors, on ne va pas prendre l'exemple de la rue de Rome. Si, on va la prendre, c'est en plein centre-ville. C'est la transition, ça c'est la transition. Ça. Mais c'est juste, je voulais revenir sur le droit à l'erreur. Je pense que je ne fais pas de politique et que le meilleur gagne. Ça ne nous regarde pas, je vais dire. Mais à un moment donné, le droit à l'erreur, ils l'ont déjà utilisé et surutilisé. Je ne parlais pas de droit à l'erreur des politiques. Hein. Je parlais de droit à l'erreur de la société civile. Oui. Et ce que je demande, c'est de la liberté en tant qu'entrepreneur. C'est pas du tout la même chose. Je suis entièrement d'accord, mais on va prendre un exemple, par exemple, au hasard, la rue de la République.
Est-ce qu'on en parle de la rue de la République ou on n'en parle pas? On en parle. On en parle? Bon, alors parlons-en de la rue de la République. Est-ce que vous pensez que c'est un projet, quand même, c'est fonds américains qui avaient racheté ça, je crois qu'il y avait pour plus de 300 millions d'investis quand même, dans quasiment l'hypercentre de Marseille, paupérisé, rénovation, et derrière ils ont essayé de revendre les appartements à des prix exorbitants, parce que 3 ou 4 000 euros le mètre carré, rue de la République, il n'y a personne, et la plupart des logements sont vides. Au niveau des commerces, ils ont voulu justement redynamiser le commerce, donc ils ont prévu d'avoir certains commerces et pas d'autres, avec certaines surfaces et pas d'autres surfaces. Et finalement, on s'aperçoit 10 ans ou 15 ans après, que c'est un flop monumental. D'accord ou pas d'accord? Oui. Donc là, c'est l'exemple où le privé a tapé exactement à côté de l'objectif. Vous êtes d'accord, messieurs? La rue de la République? Ouais, enfin, pour flop. moi, c'est du privé, c'est du privé institutionnel quand même. Hein. Pour moi, c'est pas ça le privé, hein. Parce que les fonds de pension qui viennent acheter un quartier de ville et qui l'achètent dans un cadre bien défini et bien arrêté, c'est pas tout à fait ce que j'appelle le public. En fait, la problématique de ce sujet précis, pour l'avoir regardé, j'imagine comme toi Fabrice, hein, c'est que ce fonds d'investissement ou ces fonds d'investissement qui se sont concentrés sur la rénovation de la rue de la République, nous y sommes. Les pieds d'immeubles sont arrivés à la fin et donc ils ont fait le bilan à l'envers. Donc c'est-à-dire qu'ils ont voulu, je dirais, survendre ou surévaluer ces pieds d'immeubles qui aujourd'hui ne trouvent pas preneur. Et les vendre aujourd'hui, ça veut dire constater une perte. Donc il y a une forme, je dirais, d'hypocrisie qui est propre, je dirais, à ce fonds d'investissement, mais qui ne rend pas service au centre-ville de la ville de Marseille. Clairement. Cette rue, elle est juste stratégique. Parce qu'elle relie quand même l'hypercentre historique de Marseille et le nouveau quartier d'affaires. Alors moi, je la prends souvent en ce moment avec le tram. Et on sent depuis maintenant quelques mois qu'il y a un changement de dynamique sur les commerces qui s'y installent. On est justement en train de remettre des commerces plus de proximité que des boutiques de fringues ou de grandes marques qu'on peut trouver un peu partout finalement en périphérie de Marseille. Je pense qu'il y avait une erreur de cible au départ. Oui, bien sûr. Ils ont tapé sur du haut de gamme qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Trop cher, etc. Et on sent que ça commence à se modifier un petit peu et on retourne vers les magasins bio, des magasins dont ont besoin les quelques occupants qui sont quand même dans les appartements. Surtout qu'ils sont adaptables. Mais cette rue, elle va être stratégique et le jour où elle marchera, ça va relier. C'est l'axe qui relie vraiment l'économie et l'histoire de Marseille. Donc revitaliser le centre. Dans d'autres lieux, dans d'autres villes, en Europe ou même ailleurs, comment ça se passe? Comment un quartier moisi, un quartier délaissé, un quartier de la loose devient un quartier hype? Alors, c'est la culture, c'est l'art, c'est l'entrepreneuriat de base, l'entrepreneuriat simple, pas des chaînes, etc., etc. Et c'est comme ça que la gentrification fait passer. Alors c'est un mot, certains disent « Ouh là là, c'est un gros mot la gentrification ». Moi je ne crois pas du tout que ce soit un gros mot. Qui fait passer un quartier en déshérence à un quartier branché. Il y a ça, et il y a aussi le facteur qu'on parlait tout à l'heure de la verdure, c'est-à-dire d'arrêter de bituminer nos centres-villes. Parce qu'on étouffe dans nos centres-villes, et je pense que cet aspect-là aussi est une grande attente de la part de nos concitoyens. On peut parler par exemple du bas de la Canebière, c'est très beau, mais oui. Ils sont où les arbres? Je sais qu'il y a un projet de 1600 arbres à planter par la métropole, avec l'aide d'acteurs immobiliers. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait? Donc revitaliser le centre-ville, c'est replanter des arbres et revenir à l'essentiel, au petit commerce, au service, à la culture. Alors si on peut prendre l'exemple, nous notre groupe est implanté sur différentes villes en France, et je vais prendre deux exemples. Bordeaux, où nous sommes présents, et Lyon, où nous sommes présents aussi, où c'est un exemple, et c'est pour moi vraiment les exemples de rénovation urbaine de centre-ville. Sur Bordeaux, sur les quais, ils ont fait des choses extraordinaires. Mais il y a une politique volontariste par rapport alors c'était Juppé à l'époque, parce que Chaban avait laissé un petit peu la ville paupérisée comme un peu Marseille l'est aujourd'hui dans l'hypercentre.
et sur Lyon également, où il y avait beaucoup de friches, et ils ont réussi à regagner sur la friche et à redynamiser ça en faisant venir. Alors les promoteurs ont joué effectivement leur rôle, mais le problème à Marseille, c'est le problème de foncier dans l'hypercentre, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est à surélever les immeubles, et bon, j'ai peur qu'ils s'écroulent malheureusement. Donc c'est peut-être pas la solution. Je pense qu'à Marseille, il y a beaucoup d'immeubles à détruire. Et effectivement, après, les promoteurs auront leur rôle à jouer. Mais il y a des projets phares, il y a des projets structurants qui ont été faits sur l'île aussi, mais sur Bordeaux et sur Lyon. Donc s'il n'y a pas un projet phare qui va pouvoir tirer vers le haut, et le problème, c'est qu'à Marseille, ce projet phare, on a parlé du Mucem et c'est excentré, on a parlé de beaucoup de choses, et puis finalement, il n'y a pas de... Alors le centre-bourse, ça devait être la locomotive du centre-ville, la Canebière avec... et on parle beaucoup de choses, et puis finalement, en termes de concret, alors le tramway, oui, mais le problème, c'est que le tramway, qu'est-ce qui s'est passé? La rue de Rome, le cours Lyoto maintenant, tous les commerçants, ça fait peur, la rue fait peur. Parce que tous les commerçants, malheureusement, la mairie de Marseille n'a pas donné les aides suffisantes pour que les commerçants puissent tenir pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans de travaux. Donc tous les commerçants ont baissé rideau et ont déposé le bilan. Est-ce que c'est vraiment ce que veut la ville de Marseille? Sur les projets structurants, l'artère historique de Marseille, c'est la Canebière. On a en haut de la Canebière un ciné qui est en train de s'installer. Il y a l'îlot Feuillant où il y en a. Excusez-moi, mais un ciné, ça va pas me faire rêver. Hein. Je pense pas que c'est ce qui va redynamiser le centre-ville de Marseille. Hein. Ça participe. Il y en a déjà eu. Ils ont mis l'école pour les professeurs, l'IUFM. Ça devait redynamiser. Et puis à chaque fois, c'est l'effet d'annonce et pouf. C'est fait le soufflet qui est retombé aussi vite. Hein. Après, ce que tu citais par rapport à d'autres centres-villes comme Bordeaux, Lyon, on peut citer aussi Montpellier. Il y a quand même une grande nuance entre ces villes-là et la nôtre. On est sur un centre-ville qui est bien plus important, avec des enjeux bien plus colossaux en termes d'infrastructures, de réseaux routiers, de réseaux qui manquent par rapport à ces villes que tu citais. Le 12e arrondissement de Marseille, c'est la superficie de Bordeaux. Un arrondissement. Donc on voit qu'on est sur des problématiques qui sont bien plus importantes. Et donc le défi collectif, y compris pour les politiques, pour les investisseurs publics, parapublics, c'est là où il faut se mettre tous ensemble, travailler ensemble pour mettre nos énergies avec un timing bien précis. Je pense qu'on est tous d'accord sur les constats, sur les volontés, sur le partage de vision pour pouvoir redonner vie à ce centre-ville. Rome ne s'est pas fait en un jour, Marseille ne s'est pas fait en un jour. Elle a une histoire fantastique, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est pas pour prendre la défense, je dirais, des élus. Je dis simplement, c'est vrai qu'il y a une dimension qui nous dépasse aussi en termes d'impact à traiter en tant que tel. Un dernier mot avant de conclure, Fabrice ou Benoît. Moi un petit focus. S'il y a 5, 10 ans, même 5 ans, on m'avait dit le marché des Capucins est le spot que vont visiter les touristes, je me serais mis à rire et je pense que je rirai encore. Tout à fait. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'îlot Feuillant, qui est toujours sur l'axe de la Canebière, et le marché des Capucins, est aujourd'hui un spot ultra visité. Et en fait, Marseille, c'est ni Bordeaux, ni Lyon, ni Lille, ni autre chose. Je suis archi d'accord, il faut une politique, il faut une vision, il faut tout ça, bien sûr. Mais Marseille, c'est autre chose. Marseille, c'est un grand bazar. Et je pense que le jour où, et c'est en train de se passer, et personnellement j'en suis ravi, le jour où Marseille commence à assumer son statut de grand bazar, c'est là qu'elle va retrouver ses lettres de noblesse. C'est un grand bazar, c'est pas autre chose. Alors, c'est un grand bazar, avec l'avantage d'être la 2e métropole de France et d'être la ville-centre de cette métropole. Donc c'est vrai que ces aides aussi qui vont influer notamment et qui commencent à arriver de la part de l'État depuis 1 an, notamment depuis le drame que nous connaissons, j'espère qu'il va s'amplifier et qu'il va y avoir un engagement avec une vraie temporalisation pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces idées qu'on a en tête pour pouvoir faire en sorte que la ville redevienne, je dirais, ce qu'elle était. Bon, on va rester sur ça. Encore une fois, à Marseille, ça ne se passe pas comme partout. Merci messieurs d'avoir participé à ce Talk Hub Immobilier et à bientôt. Bonne journée. Merci.